Et place à présent à notre grand angle. Il a fait des loups la passion de sa vie. Le réalisateur Jean-Michel Bertrand leur consacre un 3e film documentaire, Vivre avec les loups, dernier volet de sa trilogie consacrée aux canidés, à découvrir en ce moment dans les salles de cinéma françaises. Bonsoir Jean-Michel Bertrand, bienvenue sur TV5 Monde. Et Nicolas Georges est également avec nous. Il nous parlera de façon plus large des documentaires consacrés aux animaux au cinéma. D'abord, Jean-Michel Bertrand, pourquoi avoir choisi de consacrer vos films au loup? Le loup, c'est un animal passionnant. En fait, ils sont revenus naturellement dans la vallée où j'habite. Donc j'étais plutôt dans les Hautes-Alpes, dans la vallée du Champsaur, plus précisément. Et j'étais plutôt branché sur les aigles qui me passionnaient. Puis les loups sont revenus et évidemment, cette curiosité de m'intéresser à cet animal. Et en fait, c'est devenu très vite quelque chose d'addictif parce que cet animal est passionnant au niveau biologique. Déjà, sa vie est intéressante, mais il y a plein de couches. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'impact sur les humains. Il y a le côté comment on accepte le loup, quel est le rapport avec le sauvage. Il nous remet plein de choses en question. Et pour faire court, c'est un animal politique aussi. Donc c'est complètement passionnant. Et on va justement revenir sur cette idée assez intéressante d'animal politique. Je vous propose avant cela qu'on découvre la bande-annonce de votre film Vivre avec les loups et on commente juste après. Il y a aujourd'hui 6 meutes sur ce massif. Et là, c'est la dernière meute installée. C'est celle-là que je suis. Belle trace. Ça fait 30 ans que les loups sont revenus. Et pourtant, très peu de monde se prépare à leur retour. Il y a un loup. Il y en a 2. Hé! Il faut tuer le loup, éradiquer le loup. On ne se défait pas facilement de plusieurs siècles d'une culture de diabolisation de la nature. Dans la vallée, c'est le sujet tabou, hein. Tu vas te fâcher à cause du loup. Hein. Pour moi, le retour du loup, c'était un truc magique. Mais c'est pas magique pour tout le monde. Quand tu gardes un troupeau, tu deviens part de ce troupeau, presque. Les chiens, ils limitent la casse, c'est sûr. Mais c'est loin d'être si facile, quoi. Toi, tu étais au bout. Ah oui, c'était au bout du mur. Moi, j'étais prêt à vouloir descendre de montagne. J'ai l'impression que le chasseur dit « Ouais, le loup, il mange nos chamois, il nous mange nos chevaux. » Mais après tout, j'ai pas plus à nous qu'à lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout tuer, on n'y arrivera plus. Il va falloir qu'on vive ensemble. Dans les Abruzzes, en Italie, les loups n'ont jamais disparu et les humains ont toujours composé avec. On peut voir des louveteaux qui jouent au milieu des serres. Les loups sont d'excellents guides. Ils sont un indicateur de notre capacité à nous humains d'accepter la nature. Voilà un film absolument magnifique qui tord le cou, on peut le dire, à pas mal d'idées reçues. On y apprend aussi que de plus en plus de loups vont s'installer, vont revenir, vont réapparaître en France. Vous dites même dans un futur proche. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nos écosystèmes? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a à manger pour les loups. C'est-à-dire que quand les loups reviennent, ils viennent pas comme ça par magie, ils viennent là parce qu'ils ont des terrains favorables. Donc de quoi se nourrir, de quoi se reproduire. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce sens-là. Bien évidemment, les loups n'auraient pas pu revenir sur une terre stérile. Donc on voit que les ongulés sauvages qui se sont multipliés au fil des décennies, grâce d'ailleurs en partie aux chasseurs et aux plans de chasse, parce qu'à une époque, le gibier, comme ils disent, était rare. Donc ils ont vraiment choisi de pratiquer des plans de chasse, de tuer moins, plus raisonnés, etc. Donc le nombre d'ongulés a explosé. Et ces loups qui étaient protégés en Italie, d'où ils n'avaient jamais disparu, du massif des Apennins, petit à petit sont revenus parce que ce sont des animaux qui se dispersent, qui ne supportent pas d'être trop nombreux sur le même territoire. Oui, ils sont presque expansionnistes, les loups. Ils sont expansionnistes. Et ça peut inquiéter justement à la fois les humains. Alors, première question, est-ce que les loups peuvent s'attaquer aux humains? Est-ce que ça arrive? Non, ce qui est arrivé, c'est des attaques sur les humains avec des loups enragés. On le vit actuellement en Inde, où la rage sévit encore et on peut avoir des attaques sur les humains. Mais pas en France, pas en Europe. Mais aussi bien de chiens, de renards. Pas en France, pas en Europe. Petit truc encore quand même, des loups habitués, des loups qu'on nourrirait, qui auraient moins peur de l'homme et qui commenceraient à prendre un peu leurs aises. On a des exemples dans ces cas-là de morsures, mais c'est exceptionnel. Donc, aucun risque, aucun danger à ce niveau-là.
Et en même temps, c'est quand même un animal, vous disiez, un animal politique, un animal qui en tout cas suscite effectivement des oppositions très vives. On le voit au début de votre film, hein. Ces militants qui portent des t-shirts loups terroristes de nos montagnes. Vous avez même cette phrase, vous dites, c'est fou comme le fait de m'intéresser aux loups peut faire de moi un ennemi, comme si j'étais responsable de leur retour. Aujourd'hui, qui sont les ennemis des loups? Pas mal de syndicalistes agricoles, de chasseurs aussi, pas tous, hein, parce que vous voyez que dans mon film, les chasseurs interviennent de façon très apaisée, et des paysans aussi qui interviennent de façon très apaisée. Donc c'est vraiment un sujet instrumentalisé, mais instrumentalisé, mais en même temps, ces personnes, elles dénoncent, et à juste titre aussi, on le voit hein, dans votre film, les attaques contre des troupeaux de bergers, des troupeaux de moutons. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces personnes qui disent que les loups sont une nuisance, détruisent absolument tout, mangent tout ce qui passe sous leur nez, entre guillemets? Oui, non, là c'est caricatural, on retourne au Moyen-Âge. Mais en tout cas, les colères que ça suscite, voilà, clairement, qui les cristallise. Clairement, et j'allais le dire, s'il est instrumentalisé, c'est pas comme ça par hasard non plus. C'est parce qu'il a un impact, parce que depuis que les loups sont revenus, évidemment, ça a complètement changé la vie des éleveurs, des bergers, parce que c'est un prédateur opportuniste et donc il fait pas de cadeaux. Donc si le troupeau n'est pas protégé ou mal protégé, évidemment, à choisir entre une proie sauvage difficile à attraper et un animal domestique, le loup va aller au plus facile. Il est pragmatique. Donc tout cela, effectivement, ne vient pas de nulle part. Et après, ça crée de l'émotion. Il y a vraiment... Le loup, c'est l'émotion. On a beaucoup d'émotionnel. Et effectivement, quand on n'arrive pas à dépasser, d'ailleurs aussi bien pour ceux qui idolâtrent le loup que ceux qui le détestent, on a un truc passionnel. Et tant c'est ça, ce qui est intéressant dans votre film, c'est que vous essayez justement de pousser le téléspectateur à dépasser un petit peu ce clivage pour ou contre le loup, à réfléchir finalement à cette question du vivre ensemble. Et d'ailleurs, vous dialoguez avec tout le monde, hein, même avec des chasseurs, et c'est assez intéressant. Je vous propose qu'on visionne tout de suite cet extrait qui montre que malgré tout, le dialogue reste possible. Thierry habite dans la vallée où je piste les loups. C'est un professionnel de la chasse. Il est guide de chasse. On discute beaucoup tous les deux. Et donc, ces fameux loups qui bouffent tout? Alors, les loups, ils bouffent pas tout. Les loups, je pense qu'ils vont écrêter les populations, quoi. Écrêter, ils vont les animaux malades, les animaux blessés, les jeunes. Les mâles, un mâle après le rut, un mâle chamois après le rut, mais tu peux presque l'attraper à la course, presque dans la neige, quoi, tellement il est affaibli, quoi. Parce qu'il passe 3 semaines à courir la montagne, à se cramer, quoi. À se cramer, il perd 30% de son poids. Et donc, c'est une proie facile, tu vois. Donc, il va taper un peu dans cette population-là, quoi. Le loup, il ne va pas se focaliser sur une population donnée, quoi. Même s'il y a des espèces pour lui qui sont plus faciles, je pense, à prédater, du style mouflon, par exemple, tu vois. Il ne va pas s'y buter jusqu'à les éliminer, quoi. Voilà, cet extrait nous montre qu'il faut effectivement réfléchir à cette question de la cohabitation entre les loups et les hommes, les loups et les troupeaux de moutons. Aujourd'hui, la principale réponse en France, c'est le tir, c'est le fait d'abattre les loups. Quelle solution est-ce que vous préconisez justement pour qu'on puisse organiser cette cohabitation? Alors moi, je préconise rien du tout. Quelque part, voilà, je veux pas avoir cette espèce d'ambition de dire, écoutez, moi, je vais vous expliquer comment il faut faire. Et d'ailleurs, le film n'est pas fait comme ça, parce que ce film soulève beaucoup de questionnements, et c'est ça qui m'intéresse, cette fameuse voie du milieu complexe et qui va au-delà justement de l'émotion et des postures qui, elles, vont vers des impasses. Et donc, on voit bien que ce qui fonctionne un peu partout dans le monde le mieux, c'est le fameux triptyque, chienne protection, parc de nuit électrifié et présence humaine au travers des bergers. Donc ça, on sait que ça fonctionne. On sait qu'il y a beaucoup plus de loups. Ça fonctionne, mais ça coûte aussi, ça pèse sur le budget des bergers. Ça pèse, mais c'est subventionné en grande partie, et ce qui est très bien. Je pense que là-dessus, les citoyens sont tout à fait d'accord pour mettre un petit peu la main à la pâte et soutenir évidemment ces filières d'éleveurs et de bergers. Mais c'est vraiment la solution parce que le tir crée le chaos. Alors on n'aura pas forcément le temps de développer trop cela, mais ces prédateurs qui se régulent sur leur territoire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être trop nombreux, du coup il y a ces dispersions, il y a des reproductions moins importantes, etc. Si vous en enlevez, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont boucher des trous, il va y avoir des appels d'air. Et n'oublions pas que si vous tuez, s'il y a 10 loups dans un endroit, vous en tuez 8, il en reste 2, vous aurez toujours
une possibilité d'attaque. Donc, c'est là que je dis qu'il y a une forme d'instrumentalisation. Moi, le tir en soi de légitime défense d'un troupeau par un loup un petit peu hardi, ça me pose aucun problème. Les loups ne se font pas de cadeaux entre eux, on n'a pas à leur en faire et justement à les sacraliser. Le problème, c'est quand on rentre dans cette forme de régulation qui est complète. C'est vraiment le remède simpliste et populiste à une question très complexe. Donc réfléchissons, discutons et surtout sans être arc-boutés comme ça sur nos positions. Alors justement, vous montrez un exemple assez intéressant dans votre documentaire, c'est les Abruzzes en Italie, région qui abrite un parc naturel où les loups peuvent vivre en toute tranquillité, si je puis dire. Parc national qui a été créé il y a près de 100 ans, où la chasse est complètement interdite. Alors c'est pas un parc fermé, hein, c'est ouvert. C'est de là d'ailleurs que viennent les loups qui ont recolonisé les Alpes. Et là on voit bien que ce sont des choix de société, de culture, de dire on va protéger les animaux. Parce qu'il n'y a pas que des ours, il n'y a pas que des loups, il y a des ours aussi dans les Abruzzes. Et aujourd'hui la manne touristique de cette région est incroyable. On approche la manne touristique de la région de Venise, alors qu'on était dans l'une des régions les plus pauvres d'Italie. Donc il y a un vrai attrait. Et évidemment, les loups n'ayant jamais disparu de ces endroits-là, eh ben, il y a des savoir-faire millénaires avec ces fameux chiens de protection, les bergers, etc., pour essayer d'avoir le moins de casse possible, en sachant qu'il y a toujours, le risque zéro n'existe pas, mais si on va jusqu'au bout, évidemment, les accidents, les maladies, causent beaucoup plus de morts d'ovins, par exemple, que les loups. Mais c'est toujours traumatisant, ces attaques. Et selon vous, pourquoi est-ce qu'en France, on a finalement tant de mal à s'inspirer d'un modèle qui a l'air de fonctionner si bien, si l'on vous écoute, et qui a pris place vraiment chez nos voisins? L'Italie, c'est quand même la porte à côté. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à mettre en place ce type de solution qui paraît assez simple? C'est des visionnaires qui ont réussi à imposer ça, mais attention, c'est les Abruzzes. Vous allez dans le reste de l'Italie, là où les loups sont revenus comme en France depuis quelque temps, et d'où ils avaient disparu, c'est la même tension. Donc on voit bien que moi, ce que j'ai aimé dans les Abruzzes, justement, c'est de porter à réfléchir là-dessus, à se dire, c'est possible. Vous avez quand même des ours qui se baladent dans les villages pour aller bouffer des poires ou des pommes à l'automne. Et ça n'inquiète personne. Donc on voit bien que c'est une façon d'être au monde et que c'est possible. Donc on a beaucoup de discours anxiogènes, c'est la fin de tout, ils vont tout manger, comme vous disiez au début, il ne va plus rien y avoir, etc. Non, les loups, ils ont toujours préservé la ressource, parce que s'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de loups. Et ça, c'est tous les prédateurs. Vous allez en Afrique, les lions, les grands félins, ils sont là au milieu de leur proie. Quand ils chassent, ils attaquent. La loi de la nature. Et puis voilà. Et ça, c'est vraiment... il faut se réveiller là-dessus, quoi. Jean-Michel Bertrand, je voudrais qu'on parle ensemble des conditions de réalisation de ce film. Très concrètement, comment, on imagine que ça a demandé beaucoup de patience, parce qu'on voit effectivement, vous avez beaucoup d'images des loups. C'est quand même assez rare de pouvoir capturer des moments si précieux, si j'ose dire. Comment est-ce que vous avez fait, d'un point de vue purement technique, pour réaliser ce film? Alors sur le premier film, j'étais vraiment sur l'affût tout le temps, le bivouac, et essayer de filmer ces loups sauvages dans leur milieu naturel, ce qui est vraiment hyper compliqué. Et j'ai toujours posé aussi des caméras automatiques. Et ces caméras automatiques, pour moi, c'est devenu des caméras poétiques. Elles me racontent plein de trucs, l'intimité des animaux sauvages. Et la plupart des images de loups et d'autres animaux qui sont dans ce film-là proviennent de ces caméras automatiques. Donc on n'a pas de dérangement, on a l'intimité des animaux et on apprend beaucoup de choses. Nicolas Georges, on va voir que les animaux, le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. On peut le dire. Il y a eu beaucoup de films, documentaires qui leur ont été consacrés. Et avec, à chaque fois, pour rebondir sur ce que dit Jean-Michel Bertrand, des prouesses humaines, techniques, technologiques, pour essayer de capter vraiment au plus près leur existence et leur comportement. Et pour la petite histoire, sachez que dès les tout premiers films, les cinéastes et les réalisateurs, en fait, ils ont souhaité filmer les animaux. Un exemple, dans l'œuvre des Frères Lumière, on retrouve déjà des animaux. Ça, c'était pour la petite anecdote. Alors, les animaux stars du cinéma, effectivement, je vous ai sélectionné 4 films, 4 incontournables du film documentaire animalier, où vous l'avez dit, les réalisateurs ont dû multiplier les prouesses pour capter la vie des animaux, comme vous, Jean-Michel Bertrand. Alors, on commence par un classique, bien entendu, Microcosmos, le peuple de l'herbe, sorti en 1996, un petit bijou technologique considéré comme le documentaire le plus novateur sur les insectes, un studio
installé en plein champ, créé uniquement pour l'occasion, avec des outils sur mesure pour filmer les insectes, et notamment une grosse caméra de 35 mm guidée du bout des doigts avec une précision au dixième de millimètre. Imaginez. Autre incontournable, Le Peuple migrateur. Cette fois, c'est sorti en 2001. 3 ans de tournage. Ça se passe dans les airs, Le Peuple migrateur. Et cette fois, on suit, vous le voyez, la migration des oiseaux. Pour y parvenir, plusieurs espèces d'oies ont dû être dressées pour le tournage. Et ce sont des ULM qui ont été utilisés pour filmer au plus près les oiseaux. Et après les airs, les fonds marins. Les fonds marins, effectivement, Clémentine, avec le duo Jacques Perrin et Jacques Liuzzo qui sort le film Océan en 2010. Et là, c'est un sous-marin qui a été utilisé pour s'approcher au plus près des créatures marines. Là aussi, plusieurs années de tournage ont été nécessaires. Enfin, sans doute l'un de mes préférés, La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet, sorti en 2005, Oscar du meilleur film documentaire en 2006. Il a été tourné en Antarctique. Les stars, ce sont les manchots empereurs. 13 mois de tournage dans des conditions tout simplement dantesques. 60 kilos de matériel porté sur un traîneau. L'équipe ne se déplaçait qu'à pied dans des conditions physiquement très dures. Et sacré défi technologique là aussi, puisque des caméras ont été exclusivement créées pour le tournage. Des caméras qui pouvaient descendre jusqu'à moins 30 degrés. Une petite question pour vous, Jean-Michel Bertrand. Parmi les 4 que j'ai cités, une Madeleine de Proust dans ces 4-là? Non, je crois que chacun a eu le succès qu'il a mérité. C'est vrai que Microcosmos, c'était une révolution. Ça a marqué beaucoup de gens et ça a été un succès incroyable. Luc Jacquet, pareil, cette Marche de l'Empereur, c'était parti de rien. Au départ, ça devait être un film pour la télévision. Et ils ont tellement vécu de choses et ça a été tellement fort qu'ils sont allés voir Disney au retour en disant est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Et ça a été le succès qu'on connaît. Et puis Jacques Perrin, évidemment, qui lui a toujours mis... parce que vous savez, dans le cinéma animalier, des fois, il y a des magouilles, entre guillemets, d'animaux apprivoisés, imprégnés, dont on ne parle pas, en faisant croire que c'est des animaux sauvages. Et ça, je trouve que c'est un peu... c'est pas très honnête par rapport au public. Alors que Jacques Perrin, qui a mis en œuvre toutes ces choses, de dresser ses oies, etc., met tout ça sur la table, en fait justement un partage avec le public. Et je trouve ça très honnête de sa part. Et moi, je m'attache vraiment là-dessus à avoir une forme de sincérité, d'éthique, parce qu'il ne faut pas non plus aller vers une marche en avant qui trompe le spectateur. Et cette sincérité, on la ressent en tout cas tout au long de votre film Vivre avec les loups. C'est à découvrir en ce moment dans les salles de cinéma françaises. Merci beaucoup Jean-Michel Bertrand et Nicolas Georges. Un dernier mot de cinéma documentaire avec le palmarès du FIPADOC, le Festival international du documentaire de Biarritz, Grand Prix cette année, Smoksona Sisterhood de la réalisatrice estonienne Anna Hinz et Un pasteur du réalisateur français Louis Anquet. Puis saluons notre consoeur Pascal Bourgault qui remporte le prix pour les femmes dans les médias, récompense pour son film Awar, nos enfants bannis, dont on regarde tout de suite la bande-annonce. صاروا كحيلا من قد صاروا كذنبك وقتلني بدي حتى لو مجتمعي ما دام صاروا كده عشان خطانا